Bonjour à tous, bienvenue au Forum du monde d'après. Nous sommes très nombreux à être connectés, donc vraiment merci beaucoup. Je vais vous accompagner pendant ce webinaire. Je me présente, je suis Axel Mourin. Alors pour participer à cette conversation, nous vous invitons à utiliser les icônes qui se trouvent en bas de votre écran, l'icône converser et l'icône Q&R, questions et réponses. Alors, sur l'icône converser, nous vous proposons de cliquer et d'ouvrir la petite boîte de dialogue et de la positionner sur le côté de votre écran et de pouvoir réagir voilà, au fur et à mesure de ce que vous entendez. Pour l'affichage, vous pouvez cliquer en haut à droite sur l'affichage galerie afin de voir toutes les personnes voilà, qui vont intervenir pendant cette conversation. Et vous avez donc l'icône Q&R, questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions qui seront traitées à différents moments de l'échange. Voilà, merci Axel. Bonjour à chacun de vous. J'imagine que vous êtes confinés, sans doute à votre domicile. Et je suis Olivier Pello et donc avec mes associés, toute l'équipe permanente et les 200 coachs de Turning Point partout dans le monde, à New York, Hong Kong, Paris, Londres, eh bien notre mission est de développer des communautés de leaders qui soient responsables, qui soient visionnaires et qui soient audacieux. Et tout ça pour transformer les organisations au service du bien commun des générations futures. Et c'est pour ça que dans cette crise que nous vivons, nous nous sommes dit, mais on ne peut pas continuer comme avant. Nous-mêmes, bien sûr, mais le monde dans toutes ses composantes. Nous avons un rôle à jouer. Et nous avons donc l'enjeu d'offrir en fait un espace de débat, de dialogue, pour favoriser cette transformation et cette construction du monde d'après. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, avec Fabienne, toute l'équipe, imaginé ce forum du monde d'après pour faire débattre et réfléchir à la fois sur l'économie, quelles doivent être nos relations économiques demain, que l'on soit dans un grand groupe, dans une petite PME, dans l'administration, dans des ONG, nous sommes responsables de cette économie. Qu'est-ce que nous voulons construire? Et puis, il y a l'économie, mais aussi l'écologie. Est-ce que le temps de la prise de conscience écologique est-elle arrivé? Et nous en parlerons la semaine prochaine, le 7 mai, avec Nicolas Hulot et Yann Bucaille, le fondateur des Cafés Joyeux, pour explorer cette question. Et puis, la semaine suivante, nous pourrons nous poser économie, écologie, mais au fond, pour porter cette transformation, cette construction du monde que nous voulons, de quel leader le monde a-t-il besoin? Et nous l'explorerons avec Manuel Malo, qui est chercheuse à l'EDEC, et puis le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, pour explorer finalement ce nouveau leadership que nous voulons porter. Voilà, alors d'ores et déjà, je vous laisse maintenant avec Fabienne qui va présenter nos intervenants et je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors bonjour, je suis Fabienne Michel, je suis coach de dirigeants et spécialiste des questions de leadership. J'ai vraiment porté avec Olivier ce projet de dire les leaders de demain doivent être ceux qui participent de changer le monde, de rendre ce monde plus solidaire et plus responsable écologiquement. Je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Manager avec son âme. Alors je vais vous présenter nos invités d'aujourd'hui. Anne-Laure de Chamard. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Fabienne, bonjour à Alors, tous. bonjour, donc vous êtes directrice de la stratégie chez Engie. Vous avez été PDG du bureau Veritas Construction et vous avez également dirigé des grands projets d'infrastructure au ministère des Transports et du Développement durable. Et cette question va être particulièrement intéressante, pouvoir allier la question économique et la question du développement durable. Nous avons également la présence de Bertrand Badré qui nous a rejoint depuis Washington. Alors, bonjour Bertrand. Bonjour Fabienne. Alors Bertrand est le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Blue Like an Orange Sustainable Capital et qui prend des participations dans des sociétés répondant aux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc c'est de la finance engagée pour le développement et pour une durabilité des activités. Il a été également directeur général de la Banque mondiale et directeur financier du Crédit agricole et de la Société Générale, notamment pendant la crise de 2007-2008. Et du coup, son éclairage va être très intéressant pour nous dire comment il a réussi aussi à faire face à une crise financière majeure. Et enfin, nous avons aussi avec nous Pierrick Gomez.
Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. Alors Pierre-Yves Gomez, eh bien, c'est un économiste, docteur en gestion. Il est professeur et directeur de l'Institut français du gouvernement des entreprises. Il enseigne à l'EM Lyon. Il est également éditorialiste au Monde et il a écrit de nombreux ouvrages, dont L'esprit malin du capitalisme et Le travail invisible. Et tout ça, il va nous en parler dans peu de temps. Alors, simplement pour dire que Bertrand devra nous quitter à un moment donné de ce webinaire parce qu'il a un conseil d'administration et on le remercie déjà beaucoup de pouvoir être avec nous et participer à une bonne partie du webinaire. Alors, pour démarrer, je vous propose une activité. Vous allez pouvoir prendre position dès le début de ce webinaire. En fait, on pressent tous qu'il va y avoir de grands changements, des changements majeurs. On commence à en sentir déjà les effets. Et j'aimerais vous demander votre avis, savoir, selon vous, quels sont les domaines pour lesquels les changements seront les plus importants dans le futur. Est-ce que vous pensez que dans le futur, ce qui sera important, ce qui va vraiment changer, c'est 1, les habitudes de travail, par exemple le télétravail. 2, les habitudes de consommation. 3, loisirs et voyages. 4, préoccupations écologiques. 5, relations interpersonnelles. 6, logique d'investisseur. Et 7, gestion de la santé. Alors, vous avez la possibilité de voter pour 2 choix, ceux qui vous paraissent être des secteurs qui vont être le plus bouleversés par cette crise. Voilà, la parole est à vous. Les réponses arrivent, Fabienne, de plus en plus. Voilà, j'attends encore quelques petites secondes. Bien sûr. On peut faire des paris. Moi, je pense que les habitudes de travail et les préoccupations écologiques seront les gagnants, mais je peux me tromper. Alors, je vois les résultats qui arrivent, donc je ne vais pas t'aider, Fabienne, dans tes pronostics, mais je mets fin au vote maintenant. J'ai presque gagné. Alors, les habitudes de travail, majoritairement plébiscitées, 62%. Vous pensez que les habitudes vont changer? Pierre-Yves nous en parlera particulièrement de cette question. Ensuite, en 2, les habitudes de consommation. Et en 4, la santé, la gestion de la santé quasiment de manière équivalente aux habitudes de consommation. Et enfin, les préoccupations écologiques. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est très intéressant et on va exploiter ces éléments pour la suite. Et je vais rapidement laisser la parole à nos conférenciers qui ont beaucoup de choses à nous dire sur toutes ces questions. Alors, je vais d'abord me tourner vers Bertrand. Bertrand, alors vous avez traversé plusieurs crises, à la fois à la Société Générale, au Crédit Agricole et puis à la Banque mondiale. Et puis maintenant, dans votre propre société, Blue Like an Orange. La crise que nous traversons au départ est une crise sanitaire. Elle est devenue bien évidemment très très vite une crise économique. Elle devient aussi une crise sociale, elle est mondiale. Mais paradoxalement, les marchés financiers ont l'air, même s'il y a une baisse, ont l'air de résister plutôt pas mal. Alors vous avez écrit un livre qui s'appelle Can Finance Save the World? Est-ce que la finance peut sauver le monde? Eh bien, j'aimerais vous demander comment est-ce que la finance, qui est souvent décriée, comment est-ce que la finance, peut-être une nouvelle vision de la finance, peut aider au redémarrage de l'activité tout en tirant les leçons du passé? Bon, écoutez, il est 8 heures du matin à Washington, c'est une question apéritive pleine de promesses. Comme tu l'as dit, Fabienne, ce n'est pas une crise financière. Et j'ai bien vu que dans les éléments de langage utilisés par les acteurs financiers, on dit on n'est pas le problème, on est la solution. Ce qui montre bien qu'il y avait un petit problème sur l'épisode précédent où là, on était plutôt le problème que la solution. Donc effectivement, cette crise n'est pas une crise financière, mais elle est une crise économique et sociale et elle pourrait devenir une crise financière. Comme la crise de 2008-2009 était d'abord une crise financière qui est devenue économique, politique et sociale, on voit bien que dans un monde qui se cherche, les crises se répondent les unes aux autres. Et je crois que la finance, ce n'est pas la seule solution, c'est un des éléments qui peut nous permettre d'aller de l'avant. On va avoir besoin de ressources, on va avoir besoin surtout de nouvelles manières de travailler. Ce n'est pas l'argent tout seul qui change les choses, c'est la manière dont on utilise cet argent. Et donc, c'est la manière dont fonctionne notre logiciel financier, notre logiciel économique. Je suis sûr que
Pierre-Yves aura beaucoup de choses à ajouter à ce sujet. On a fonctionné très largement depuis une cinquantaine d'années selon le modèle que l'on résume un peu rapidement en disant néolibéral, qui fait du profit, défini de manière financière, l'alpha et l'oméga de la vie économique. Ce qu'on a résumé aussi en disant la valeur actionnariale. Et on se rend compte, c'était déjà un peu vrai avant cette crise, qu'il y avait quelques limites, que ce modèle avait touché quelques murs et qu'il était urgent de le réformer. Et je pense que si on arrive à utiliser cette crise pour réformer le modèle, là, la finance peut déployer toute sa force. On n'a jamais eu autant d'argent, autant d'acteurs spécialisés, capacités technologiques, des gens qui comprennent. Simplement, on manque un peu de ciment, on manque un peu de vision, on manque un peu de boussole. Alors, c'est ce que je souhaite. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer naturellement, parce que transformer la finance, ça veut dire aussi rentrer, ouvrir le capot, rentrer avec un tournevis dans le moteur et faire quelques réglages. Et ça, c'est extrêmement compliqué et ça ennuie tout le monde. Parler de normes comptables, peut-être que c'est plus facile à 14 heures chez vous qu'à 8 heures du matin chez moi, mais ce n'est pas très excitant. Parler d'obligations fiduciaires, parler de mode de rémunération, enfin, tous ces petits sujets qui font que la finance fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui. C'est ça qu'il faut transformer pour que le profit ne soit plus une fin en soi, mais un moyen en vue d'une fin. Et que tout le monde intègre cette chose. Et cette fin, j'emprunte ça à Colin Mayer, un professeur à Oxford, ce n'est pas de dire que l'objet de l'entreprise ou l'objet, c'est de faire du profit, l'objet, c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de notre planète et aux problèmes de ses habitants. Il ne faut pas profiter des problèmes, il faut tirer un profit de la solution des problèmes. Et c'est ce logiciel qu'il faut transformer. Et à partir de là, on a une énergie inépuisable. Mais alors, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de maître du monde avec une baguette magique, enfin, peut-être Fabienne ou autre autour de la table en ont une, pour dire, bon, écoutez les gars, on passe d'un système à l'autre. Ça ne marche pas. Donc, on est dans une phase un peu ambiguë où il y a quelques personnes qui disent, ben, moi, je vais échanger. Mais le problème du volontariat, c'est très stimulant, ça crée de l'élan, on a envie de suivre, etc. Mais le volontariat, par construction, c'est fragile. Et on le voit bien d'ailleurs avec cette crise, il y a quelques mauvaises habitudes qui reviennent. Vous avez d'un côté, pour prendre un exemple que je connais un peu mieux, Danone qui dit je vais mettre de l'argent à disposition de mon écosystème pour aider mes clients, mes fournisseurs, faire en sorte que le système tienne. Et puis à l'inverse, vous avez tel ou tel géant du textile qui dit écoutez, moi c'est la crise, j'ai beau avoir quelques milliards à mon bilan, moi j'arrête toute discussion avec le Bangladesh, j'avais commandé ça, je ne paye pas, je ne reçois pas et je ne donne aucune compensation. Et c'est vrai que dans la crise, on se révèle les comportements et on va voir qui se comporte bien, qui se comporte mal. Mais encore une fois, ça ne sera que anecdotique. Il faut qu'on rentre le moteur et qu'on change. Et la question que je pose, et je n'ai pas la réponse, elle est à partir de ce que vous disiez au début, c'est qu'en l'absence de maître du monde, quelle est notre responsabilité à tous autour de la table pour commencer à faire tourner le bateau dans la bonne direction. Si on y arrive, on a une énergie extraordinaire, presque sans limite à notre disposition. Parfait, merci beaucoup Bertrand. On aura l'occasion de revenir sur cette question de la responsabilité de tous tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Pierre-Yves. En fait, vous m'avez dit, quand nous avons échangé pour préparer ce webinaire, vous m'avez dit, mais moi j'ai envie de leur dire que soyons réalistes. Cette crise promet d'être longue, elle va être multiforme et elle va avoir un coût. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce coût de la crise, sur les alternatives en face desquelles nous sommes placés et les choix qu'il faudra faire? Oui, alors d'abord, je veux dire deux choses très rapidement pour poursuivre le fil. D'abord, à la suite de ce que vient de dire Bertrand, effectivement, il faut ouvrir le capot, c'est le bon terme. Il ne faut pas juste se contenter de laver les vitres de la voiture. Et puis, j'ai une petite réaction au sondage. Je suis frappé par le fait qu'à part les transformations du travail, il y a une relative dispersion de réponse. Ça veut dire qu'on a bien conscience que beaucoup de choses sont en train de changer. Il n'y a pas juste une dimension, le travail et puis l'écologie, par exemple. Tout est en train de changer, et donc la dispersion de la population. Alors, oui, sur la crise, d'abord, je voudrais dire un mot parce que tout à l'heure, Fabienne, tu disais à Bertrand, il a traversé plusieurs crises. Moi, je parlais de privilège de l'âge. J'ai l'impression d'avoir fait de l'économie qu'en crise. J'ai commencé j'étais en fac à la fin des années 70, c'était déjà la crise. Il y avait Raymond Barre et le redéploiement industriel. Et aujourd'hui, c'est la crise. Ça a été la crise des subprimes, ça a été la crise. Bon. Donc, j'ai l'impression que crise veut qualifier le monde qui bouge. Enfin, on utilise ce mot, crise, pour qualifier le monde qui bouge. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en crise, nous sommes carrément en récession, voire en dépression. C'est-à-dire que là, c'est pas simplement une transformation du monde, c'est
un arrêt d'une part, et puis une violente dépression qui pourrait être économique, à mon avis aussi psychologique et culturelle. Bon. Donc voilà, on est, je crois, dans une période qui se transformait depuis des années, parce que la finance responsable, tous les efforts qui ont été faits dans ce sens, les transformations du travail, les transformations quant à l'usage de l'énergie, ça ne date pas de ce matin, ça ne date pas du coronavirus. Il y a des années qu'il y a des acteurs qui participent à cette transformation. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que la brutalité de la récession, de la dépression, nous oblige à tenir compte d'une transformation qui existait déjà. En d'autres termes, je vais faire mon économiste une seconde. Si on parle de la dépression des années 30, on peut dire il y a un moment donné, il y a eu une crise financière en 1929 et ça a eu une conséquence désastreuse sur le chômage, et puis on a mis 10 ans pour s'en remettre, puis la guerre, etc. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le système économique à l'époque se transformait et on est passé de l'économie de la production locale à la production de masse. C'est ça qui s'est passé pendant les années 30. C'est un changement complet de système qui est apparu clairement à ce moment-là, mais qui était déjà sous-jacent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le système était déjà en train de se transformer en termes énergétiques, en termes écologiques, en termes de consommation, en termes de… Bon, et en termes financiers, bien sûr. Et soudain, parce qu'il y a un phénomène exogène, comme on dit, une crise sanitaire, nous apparaît, nous saute au visage le fait que le modèle que Bertrand qualifiait de néolibéral, peu importe, mettant le profit, la finance comme maîtresse et pas comme servante, ce modèle qui était déjà très critiqué, déjà très amendé, déjà très combattu, ce modèle, il n'est pas tenable, en tout cas, il réagit absolument pas du tout à la situation actuelle. Donc voilà, on n'est pas dans une crise qui est en train de changer l'économie. L'économie changeait déjà, et aujourd'hui, c'est la vérité des prix. C'est pour ça que je disais, soyons réalistes. Aujourd'hui, voilà, nous sommes placés devant cette alternative. Est-ce que c'est maintenant que les transformations qui étaient en cours, il faut les assumer, et ça veut dire de la casse, ou est-ce qu'on va continuer à mettre des rustines un petit peu pour éviter la casse sociale, la casse quelques années encore, en espérant que ça se passe bien. Un exemple simple, si on donne 7 milliards à Air France, est-ce qu'il faut donner 7 milliards à une entreprise dont on sait que sur le plan écologique, ça va poser des problèmes? Voilà le sujet aujourd'hui. Si on donne les 7 milliards, c'est quand même un peu contradictoire avec l'anticipation, l'idée qu'on se fait du monde de demain. Donc, on va dépenser des milliards pour rien, pas les 7, mais partie pour rien. Et puis, si on ne les donne pas, il va y avoir une énorme taxe sociale qui veut l'assumer. Voilà l'enjeu aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est à la fois, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Bertrand, extrêmement stimulant, extrêmement énergétique, mais aussi, il sera d'accord, j'imagine, avec une responsabilité extrêmement dense, forte aujourd'hui. Est-ce qu'on va accepter les conséquences immédiates d'une transformation du modèle? Très bien, écoutez, merci beaucoup Pierre-Yves. J'aurais envie de poser une question à Anne-Laure par rapport à ça. Alors surtout, n'oubliez pas, vous pouvez réagir sur le fil de la conversation. Il y a des éléments intéressants et je vois des questions intéressantes aussi. Même les intervenants, vous pouvez regarder. Une qui pose aussi la question de l'Asie et de ce qui se passe en Asie. Apparemment en Asie, on se dit revenir avant, c'est l'objet plutôt qu'aller après. Donc c'est des vraies questions de fond. Donc, n'hésitez pas aussi à participer à la conversation par le fil de conversation. Alors, Anne-Laure, on a évoqué des choix structurants. Pierre-Yves a dit peut-être qu'il faudra peut-être pas se poser la question de soutenir Air France. Vous êtes un grand énergéticien, donc Engie. Vous avez recentré votre stratégie depuis quelques années, notamment vers la transition énergétique. Est-ce que finalement, cette transition ne va pas être remise en cause alors que le prix du pétrole est au plus bas et qu'il y a l'urgence d'une forme de sécurité économique? Fabienne, c'est une bonne question. Moi, je pense que je vous répondrai un peu en 3 points. D'abord, le changement climatique a vraiment bien des égards, a de grandes ressemblances avec la crise sanitaire qu'on vit en ce moment. Donc, il y a des vraies leçons à en tirer. Ensuite, je pense qu'il est dépassé aujourd'hui d'opposer économie et écologie. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus d'actualité. Et puis à ce moment-là, je pourrais, comme vous le soulignez, parler un peu de l'exemple d'Engie.
et de comment est-ce qu'on a pu faire cette transition et que ce soit source de valeur pour l'économie. Alors d'abord, le changement climatique qui présente vraiment beaucoup de ressemblances par rapport à la crise. Déjà, on remarque qu'il y a, comme pour la crise du Covid, cette étape de déni initial, de retard pour traiter la crise, où on s'est dit qu'on l'a minimisé, on s'est rendu compte, on s'est dit que ça n'aurait pas d'impact. Ça touche aussi à la vulnérabilité de l'homme, de la même manière. Et puis, ça met en valeur la grande dépendance mutuelle qu'il y a entre les pays. Et on voit aujourd'hui qu'aucun pays ne peut prétendre que le sujet ne le concerne pas, à la fois pour le Covid et pour le changement climatique. Même les États-Unis, qui dans les deux cas auraient pu être peut-être un peu plus sceptiques au démarrage, se rendent compte que ce sera une grande crise et qu'on est tous dépendants de ça. Et puis enfin, il y a la même nécessité d'agir collectivement pour trouver des solutions dans ces deux crises. Et par exemple, pour l'urgence climatique, on peut citer le fait que les carburants d'avion, aujourd'hui, sont détaxés, faute d'entente internationale entre les pays pour pouvoir le taxer justement. Et on se retrouve avec des aberrations qui sont que le prix d'un billet d'avion pour Paris-Rome est moins cher que le taxi pour aller à l'aéroport pour prendre cet avion. Donc bien sûr, il y aura une tentation de mettre ce sujet de côté, de se dire que ce n'est pas la priorité. Mais je pense qu'au contraire, il est nécessaire d'agir vraiment urgemment pour éviter une catastrophe climatique et que le plan de relance que les différents gouvernements vont mettre en place devra, au contraire, être l'occasion d'accélérer les investissements dans la transition énergétique. Après, par rapport à cette question qui était de dire est-ce que par rapport à la sécurité économique, l'écologie est encore d'actualité, je pense que autant en 2008, effectivement, la crise avait vraiment ralenti la transition énergétique, mais le monde a changé. Aujourd'hui, l'économie verte est beaucoup plus mûre qu'avant. Les constructeurs automobiles ont investi des milliards pour faire des voitures électriques. Les énergies renouvelables sont 5 fois moins chères qu'il y a 10 ans. Et on a un vrai alignement avec la majorité des acteurs, les citoyens, les politiques, l'Europe, qui sont convaincus que la transition écologique doit être au centre de la relance économique. Encore rien qu'en début de semaine, il y a eu ce sommet mondial en Allemagne, le dialogue de Pétersbourg, où une trentaine de pays ont appelé à une relance verte. Et d'ailleurs, il y a eu une citation du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui disait « Voilà, si on continue à reporter la lutte contre le dérèglement climatique, ça nous coûtera chaque année bien plus en termes de vie et de moyens de subsistance perdus, d'entreprises paralysées et d'économies dévastées que la crise actuelle. Et donc, il y a urgence à agir. » Et puis après, un petit exemple un peu plus concret sur Engie, où nous, c'est un peu une preuve que la transition énergétique, ce n'est pas contraire à l'économie et à la création de valeur. C'est le virage que Engie a effectué il y a 4 ans dans notre stratégie. On était le plus gros producteur indépendant d'énergie carbonée au monde. Et on a vraiment shifté pour devenir un des leaders de la transition énergétique. On a vendu en 2015 17 milliards de nos actifs carbonés, notamment la plupart c'était des centrales à charbon. Et on a réinvesti à la place dans l'efficacité énergétique pour aider à réduire notre empreinte carbone et celle de nos clients. Et on a maintenant 60% de nos effectifs, donc plus de 100 000 collaborateurs qui travaillent dans le domaine de l'efficacité énergétique. On a aussi réinvesti dans les énergies renouvelables, puisqu'on est devenu numéro 1 en France en éolien et en solaire. Et on a presque 20 gigawatts de capacité ENR dans le monde. Et ce virage en faveur de la transition énergétique, il nous a en fait permis de renouer avec la croissance. Et on était en décroissance depuis plusieurs années et on avait nos résultats qui étaient en 2015 à moins 14%, qui petit à petit sont remontés pour être à plus 14% en 2019. Donc c'est possible de faire ce virage et que ce soit au contraire bénéfique aux entreprises. Voilà, donc pour moi, la transition écologique, elle demeure une urgence pour notre société et c'est encore plus tangible avec cette crise actuelle. Et à mon avis, elle a un vrai rôle à jouer dans la reprise économique après la crise. Merci Anne-Laure. Alors maintenant, je me tourne vers Bertrand parce que Bertrand, donc, tu as écrit tout à l'heure, je l'ai dit, eux, c'est nous, dans ton ouvrage Can Finance Save the World. C'est-à-dire qu'on pourrait, et je crois que c'est une des questions qui est apparue dans le fil, on pourrait se dire, bon, ok, cette finance à réformer, où c'est bien compliqué, ce capot à soulever, n'y a-t-il pas des gouvernements pour s'en occuper? N'y a-t-il pas des grandes organisations, voire des grandes banques? En fait, j'aurais envie de dire, qu'est-ce qu'on peut faire nous, peut-être toutes les personnes qui nous écoutent? Est-ce que moi,
avec mon PEL, encore une fois, je peux faire quelque chose, ou avec peut-être mon petit portefeuille d'actions où il y a 10 actions qui se battent en duel. Qu'est-ce que nous, finalement, que toutes les personnes qui écoutent ici, est-ce qu'on a une vraie responsabilité? En fait, est-ce qu'on peut faire quelque chose? La réponse est évidemment oui. Alors, comme l'a dit Pierre-Yves, c'est ni facile, ni simple, ni agréable, mais on peut faire quelque chose. Et je pense que non seulement on peut le faire, mais on doit le faire. Ce qui est extraordinaire et malheureusement très triste dans cette crise, c'est pour l'instant, un miracle est toujours possible, c'est la faillite ou en tout cas la faiblesse de la réaction internationale, la faiblesse de la coordination sur ces sujets, la faiblesse des gens qui devraient prendre ces sujets à bras-le-corps et disent écoutez, oui, on va transformer la manière dont on opère tout ça, on va se mobiliser en particulier, on est très préoccupé, chacun est préoccupé de son pays. Moi, je vois beaucoup dans les discussions auxquelles je participe, on dit la France, la France, la France, c'est très bien, mais vous avez des milliards de gens qui sont impactés, si ce n'est par le virus, du moins par une crise économique sans précédent. Il y a 300 millions de personnes menacées de famine, il y a les flux des migrants, les gens qui travaillent dans nos pays et qui renvoient l'argent, qui se tarissent. Enfin, on a une planète qui est secouée dans ses tréfonds. Et en face de ça, aucun des organismes traditionnels, l'Union européenne a eu du mal au début, ça va un peu mieux maintenant. Le G20 n'a pas fonctionné, le G7 ne fonctionne pas. Gutiérrez, que Anne-Laure citait tout à l'heure, le secrétaire des Nations Unies, c'est un peu la voix qui crie dans le désert quand même en ce moment. C'est très bien qu'ils disent des choses, mais on voit bien que la machine ne fonctionne pas. Et donc, en l'absence de coordination internationale, en l'absence de leadership, il n'y a plus de leadership. L'idée qu'on élève des murs partout est quand même la plus mauvaise réponse qu'on peut imaginer à une crise globale. On a tous une responsabilité particulière. Je dis tous individuellement, mais tous aussi entreprises, associations, etc. Et ça veut dire, ce que disait Pierre-Yves justement, ça veut dire qu'il faut qu'on change. Il ne faut pas qu'on dise « je vis un cauchemar, j'ouvre mes yeux, c'est fini et je reviens comme avant ». Les psychiatres diraient que c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Donc là, il faut être très attentif à rester volontaire et à se projeter dans « oui, est-ce que je veux vraiment que ça change? Est-ce que c'est un changement que je prends en charge ou est-ce que c'est un changement que je subis ?» Et c'est là, c'est le « eux », c'est nous, c'est important. Ce n'est pas parce que BlackRock a 7 000 milliards de dollars que c'est trop gros pour moi et que je ne peux rien faire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est sûr que vous êtes le patron de BlackRock, votre levier, le patron d'Engie, même si on n'a pas vraiment en ce moment, le levier, le levier est plus élevé. Mais on a cette capacité collective à agir. C'est ça, je crois, un des gros changements en ce début du XXIe siècle. On est tous, pas seulement, ce n'est pas parce que vous avez que 10 actions, mais on est tous comme consommateurs, comme investisseurs, comme collaborateurs dans une entreprise, comme citoyens, comme adhérents d'une association, etc. On a une capacité individuelle limitée, puis on a une capacité extraordinaire à se réunir. Regardez, ça avait fait un peu de bruit l'an dernier en France, les 30 000 étudiants qui avaient dit « je n'arrive pas à travailler dans une entreprise qui se comporte mal », on verra s'ils le font. En fait, ça c'est nouveau. Est-ce que, après l'exemple que je citais au Bangladesh, les gens disent « j'arrête d'acheter dans cette entreprise ». On sait faire ça aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on dit l'argent de BlackRock, c'est le vôtre? C'est l'argent que vous avez mis dans votre assurance vie qui est elle-même la déléguée en gestion à BlackRock. Si vous dites, et si on dit collectivement, on ne veut plus que notre argent aille à des endroits qui sont opposés à nos valeurs, on est capable de le faire. Enfin, je veux dire, encore une fois, si tout le monde dit je ne peux rien faire, évidemment, il ne se passera rien. Et l'inertie gagnera. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est compliqué en nous-mêmes de faire ce choix. On est tous un peu schizophrènes. Enfin, on l'a vu, Pierre-Yves a dû voir ça dans les crises précédentes. On est connus tous un peu schizophrènes. On trouve que c'est pas bien qu'il y ait du travail d'enfant quelque part. En même temps, on est très content d'acheter son t-shirt à 1 €. Voilà. Bon, donc, est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout du changement? Ou est-ce qu'on se raconte des histoires en disant on n'y arrive pas, mais c'est pas de ma faute, moi je le ferai bien, mais c'est eux là-haut qui font pas. Et donc, on va avoir un jeu de rôle. La question était intéressante au début. On va tous changer. On est tous obligés. Mais ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Si on prend le rôle de l'État, ça va être très intéressant. L'État va devenir obèse et faible. Et obèse, il va avoir des mains partout, il va être actionnaire de plein d'entreprises. Et en même temps, il n'a pas la capacité à gérer tout ça. Donc, il va falloir qu'il sache travailler avec le secteur privé, ce qu'il ne fait pas très bien en général. Le secteur privé, lui aussi, va avoir besoin de la puissance publique. On ne va pas s'en sortir tout seul et tout le monde va avoir besoin des consommateurs, etc. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on réorganise ce jeu en sortie de crise? Encore une fois, est-ce qu'on subit, je dirais, de l'inertie, la loi de plus grande pente, ou est-ce qu'on est capable, dans les mois qui viennent, de dire non, attendez, comme l'a dit Pierre-Yves, le système, là, on avait déjà vu ses limites. Est-ce qu'on met des rustines ou est-ce qu'on fait le grand carénage?
Et encore une fois, la réponse, elle n'est pas simple. Si on est réaliste, comme disait Pierre-Yves, je ne parierai pas aujourd'hui sur le grand carénage. Je le souhaite, j'ai très envie qu'on y aille parce que je pense que c'est indispensable. Vous avez peut-être vu ce dessin extraordinaire de The Economist ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on voit la planète, c'est un ring de boxe. Vous avez deux boxeurs, un qui a la tête de la planète et l'autre qui a la tête du virus, qui se tape. Et derrière, vous avez le gars qui s'échauffe, qui est un monstre, qui s'appelle changement climatique. Donc, en gros, l'idée, c'est la crise contre le virus, c'est une petite répétition pour le changement climatique. Une petite répétition qui nous coûte 30% du PNB, 8 000 milliards déjà mobilisés aux États-Unis. Voilà, qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc, soit on est sérieux, soit on dit, bah non, écoutez, sortons vite de ça, on se remet la tête dans le sable, on attend et on n'y va pas. Super, merci Bertrand. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir le nom, mais en privé, on ne cite pas de marque, mais le nom de cette entreprise d'habillement qui ne paye plus ses fournisseurs au Bangladesh. Parce qu'effectivement, je crois que la consommation responsable, c'est aussi une des clés et un des leviers sur lesquels on peut facilement agir. Et puis peut-être choisir. La consommation responsable, le vote responsable, l'emploi responsable. Enfin, encore une fois, mais c'est dur parce qu'on n'est pas naturellement comme ça. C'est sûr, c'est clair. Et on a envie, et moi ça m'embête que je ne puisse plus voyager de l'autre bout de la planète parce que j'aimais bien les voyages, mais quelque part il y a une vraie responsabilité et ça va faire l'objet d'une question tout à l'heure que je vais poser à tous ceux qui nous écoutent. Alors, d'ailleurs, je vous propose de la poser maintenant. Fabienne, je vous dis au revoir. Oui. Au revoir beaucoup Bertrand, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir participé et tu pourras réagir à tous les posts qu'on fera suite à cette session. Et rappelez-vous, eux, c'est vous. Si on ne fait pas nous, il ne se passe pas rien. Merci. Merci Bertrand. Alors justement, je vous propose maintenant de passer à une activité qui est en fait une réponse à un sondage. Un sondage Axel va nous dire comment ça se passe. Oui, alors vous voyez apparaître à votre écran, je vous invite à prendre votre smartphone et à taper menti.com, menti.com. On va vous demander un code à 6 chiffres que vous voyez sur votre écran, le 45 21 60. Voilà, donc sur votre smartphone, menti.com, le code 45 21 60. Et donc, vous avez la question « Envers qui et quoi vous sentez-vous responsable ?» Alors, vous avez plusieurs options possibles et vous pouvez en choisir 2. Voilà, Fabienne, les réponses commencent à apparaître. Oui, merci. Alors, pour le moment, il y a quelques votants, mais prenez votre temps de vous connecter parce que ce sondage est important pour nous. Je crois que l'essentiel, en fait, c'est ça. Il y a un philosophe qui s'appelle Emmanuel Levinas. Je ne vais pas faire trop compliqué, mais Emmanuel Levinas nous dit, finalement, l'essentiel de la vie, c'est envers qui et envers quoi je me sens responsable ou j'ai envie de me sentir responsable. On est tous responsables de beaucoup de choses, mais là, dans cette crise, je crois plus encore qu'à d'autres moments. Et donc, c'est important de pouvoir dégager des tendances. Alors, actuellement, la tendance qui se ressort, c'est les personnes qui m'entourent. Ben oui, je crois que ça commence effectivement par ceux qui nous sont proches, ceux qui sont autour de nous. La question environnementale aussi est très forte, hein, qui se couple à la question des générations futures. Les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Peut-être un questionnement sur la responsabilité en tant qu'entreprise. Alors, je ne sais pas si on a beaucoup de chefs d'entreprise autour de nous ou de managers en entreprise. Ce que soulevait tout à l'heure Bertrand par rapport à cette société qui ne paye plus ses fournisseurs, je crois que l'économie, c'est aussi un ensemble, et Pierre va vous en parler mieux que moi, est un ensemble, un écosystème global. Et qu'en fait, si une entreprise ne paye pas ses fournisseurs, elle va elle-même se tirer une balle dans le pied parce qu'elle va faire perdre des emplois, elle va perdre des emplois et plonger ses sous-traitants dans une situation économique difficile. Et donc, en fait, on est dans cette histoire tous solidaires les uns des autres. Et les grands groupes, particulièrement, Anne-Laure pourra nous en parler aussi. Cette responsabilité des grands groupes, et je vais d'ailleurs lui passer la parole juste après. Alors, par rapport à son pays, ses concitoyens, ça pose une question. C'est un point qui vous paraît peut-être, non pas inintéressant, mais peut-être secondaire. Ok, bon, on va clore le sondage.
Merci beaucoup d'avoir participé. Alors, je voudrais poser la question à Anne-Laure. Anne-Laure, en tant qu'entreprise, quelle est votre responsabilité globale en tant qu'entreprise? Et puis peut-être la responsabilité en tant qu'énergéticien. Très bien. Alors, c'est vrai que donc, enfin, vous parliez, je pense qu'il y a la responsabilité en tant que… Ah, on vous entend plus très bien, Anne-Laure. On vous entend plus très bien. Ça doit être une question de réseau. Alors sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas… Ça fonctionne mieux? Je ne sais pas, vous m'entendez? Alors, pas très bien. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Vas-y, allez-y, parlez. Passer à la suite et je vais me connecter avec… D'accord. Alors, je vais poser la question à Ça marche Pierre. là? Je vais peut-être passer à Pierre-Yves et on reviendra à vous, Anne-Laure. Je vais poser la question à Pierre-Yves, donc cette question de la responsabilité. Et particulièrement la question du sens. Je sais que c'est un thème que vous aimez beaucoup. Moi, j'avais, pour mon livre, posé beaucoup de questions autour du sens et particulièrement les jeunes générations. Alors, bien sûr, il n'y a pas que les jeunes générations qui sont en quête de sens, mais elles l'expriment d'une manière différente de celle des autres générations et elles se payent le luxe souvent d'oser quitter une entreprise dans laquelle elles ne trouvent pas de sens. Ou voire même ne pas la rejoindre. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je crois disait Bertrand tout à l'heure par rapport aux jeunes générations qui cherchent des plus petites structures et qui cherchent des structures agiles. Mais pour vous, finalement, cette crise est un révélateur de cette quête de sens qui, encore une fois, rejoint toutes les générations, y compris les retraités. Comment est-ce que vous percevez cette quête de sens et les défis qui sont autour? Ou en tout cas dépression comme révélateur. Dépression. On est d'accord. Oui, révélateur, parce que bon, ça va dans le sens de ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. La quête de sens, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas la crise qui crée la perte de sens ou la quête de sens. Il y a bien 15 ans de travail, d'études, qui montrent que, notamment dans les organisations, il y a un vrai sujet sur le sens et qu'il y a une perte de sens. Donc, effectivement, ça révèle d'autant plus. Et ça révèle d'autant plus qu'on a travaillé de manière un peu exceptionnelle, on va y revenir sans doute. Alors, la quête de sens, il faut faire attention parce qu'on pourrait dire, bon, c'est un peu métaphysique, un petit peu en dehors du réalisme économique. Là, je raisonne en tant qu'économiste, la quête de sens, c'est fondamental en économie, puisque le travail qui est au cœur de la création de valeur en économie suppose de répondre à deux questions, à quoi ça sert et à quoi je sers. Et personne ne fait des efforts s'il n'a pas une réponse à ces questions, à quoi ça sert et à quoi je sers. Ça ne sert à rien, c'est terrifiant de travailler pour rien, et si je ne sers à rien, c'est l'esclavage ou c'est le sentiment d'inutilité. Donc la quête de sens, la quête de l'utilité, elle est consubstantielle au travail et donc à l'économie. Et on a cru pendant des dernières années que on était pris d'une sorte de danse de Saint-Guy où les transformations perpétuelles, les innovations perpétuelles, cette espèce d'agilité, souplesse, mobilité, faisait office de sens. Or, ça faisait office de rythme. Ça faisait bouger, mais pas de sens. Et on savait qu'on perdait des gens. On savait que ça fatiguait et que dès qu'on est fatigué, on s'arrête un peu et on se dit mais pourquoi tout ça? Donc, il y a un moment déjà que le rythme qu'on avait imposé à l'économie faisait paradoxalement perdre de sens, mais c'était masqué par le fait qu'on croyait que, encore une fois, l'agilité, que les transformations permanentes se suffisaient. Or là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est exactement ce que j'essayais de raconter tout à l'heure sur le choc exogène. Tout s'est arrêté. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a arrêté 4 milliards de personnes en les confinant chez elles. Hein. C'est quand même unique. Tout s'est arrêté. Alors que nous étions dans une économie qui croyait se donner du sens en bougeant tout le temps, tout s'arrête pendant 2 mois. Et ça s'arrête, et du coup, on se pose la question, mais à quoi ça sert, à quoi je sers? Et il faudrait être vraiment naïf pour imaginer que les personnes vont retourner au travail, ou les consommateurs dans les magasins, sans se poser de nouveau la question qui se sont posées ces jours, à quoi ça sert, à quoi je sers? À quoi ça sert tout ça? C'est quoi ma vie dans tout ça? Donc ça, voilà, certains se disent, vous allez voir, tout va repartir comme avant. Ça me paraît très naïf, ne serait-ce que parce qu'on va être porté par ça.
Et donc, on va importer ça dans les entreprises. Et moi, je crois vraiment profondément que ce n'est pas une difficulté pour les entreprises, c'est une chance pour les entreprises qui donnent du sens. Les entreprises qui donnent du sens au travail, elles vont avoir un avantage concurrentiel, comme on dit dans notre jargon. Parce que ça va être positif, stimulant, agréable d'aller travailler dans les entreprises dès lors qu'elles donnent du sens. En revanche, les entreprises qui misaient beaucoup sur les transformations permanentes ou sur la course à l'échalote ou la course soit au profit, soit à la compétition, celles-ci vont se trouver à devoir gérer des salariés qui vont pas être suffisamment engagés et motivés pour faire les efforts, y compris les efforts nécessaires à la survie d'entreprise. Parce que moi, je ne crois pas une seconde qu'on va pouvoir motiver longtemps. Quand je dis longtemps, c'est sur quelques semaines, des personnes qui retournent au travail après avoir vécu ce qu'elles ont vécu, dans un contexte assez anxiogène, en leur disant, vous savez, il faut bosser beaucoup, parce que sans quoi l'entreprise va en plus tomber en faillite. Alors là, je vois mal comment on peut motiver les troupes comme ça. En revanche, si on motive les troupes en disant, mais vous voyez, comme c'est important ce qu'on fait, vous voyez, comme vous avez applaudi les personnels médicaux pendant des semaines, nous aussi, c'est important ce qu'on fait. Nous aussi, on travaille dans la santé, dans ceci, dans cela. C'est important ce qu'on fait. C'est utile ce qu'on fait. Ça sera mobilisateur. Donc voilà, le sens, il n'est pas de retour. Mais on a la chance, comme toujours dans les crises, dans les moments de tension, il y a des chances. On a l'opportunité de faire du sens un vrai avantage concurrentiel. Parfait, merci beaucoup. D'ailleurs, je vois un participant qui indique que dans son entreprise, il y a une profonde réflexion qui est déclenchée par la crise sur le télétravail, les temps de trajet et l'équilibre vie privée, vie personnelle. Cette question de l'équilibre, je crois qu'elle ressort fortement actuellement. Ce que je propose peut-être, c'est que nous prenions un petit temps, avant que Anne-Laure reprenne la parole, que nous prenions peut-être une ou deux questions. Axel, une ou deux questions des participants. Oui, Fabienne, alors, il y a beaucoup de questions, beaucoup de questions sur l'économie individuelle et collective. Donc, on regrette de ne pas pouvoir répondre à tout le monde individuellement, mais on voit bien. Alors, peut-être une question sur la dette à venir sur nos enfants. N'y a-t-il pas un choc générationnel à venir avec un avenir bridé pour une génération qui portera déjà l'enjeu climatique? Alors, qui veut répondre? Si vous voulez, je peux dire un mot. Je pense que l'enjeu climatique pour les générations qui viennent sera plus lourd que la dette. Parce que la dette ne sera pas remboursée. Il est impossible de rembourser le montant de dette que nous avons accumulé. Alors, il était déjà de 350% du PIB mondial avant la dépression. Là, il va passer à 400. Ce n'est pas possible de rembourser une telle dette. Donc, ça, je pense que c'est un vrai gros problème de ne pas rembourser une dette, mais ça ne pèsera pas sur les générations futures. En revanche, ça va conduire à devoir effacer des dettes. Voilà. Alors ça, comment on efface les dettes? Il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de l'effacement par la Banque centrale, on en parle beaucoup. La Banque centrale européenne efface une partie des dettes, de façon que, voilà, une partie des dettes, bien entendu, pas les 400% de PIB, mais une partie. Donc, ça, c'est une première possibilité. Bien sûr, l'inflation. Si l'inflation repartait, mécaniquement, la dette décroît. Et la dernière, c'est la guerre. On décide de ne pas rembourser. Traditionnellement, dans l'économie, dans l'histoire, on a toujours eu ces trois possibilités. Donc, je ne crois pas que le problème premier pour les générations futures, ce soit la dette. La dette climatique, oui, parce que ça, c'est physique. Ça, on ne peut pas effacer la dette climatique. Ça se peut à nous. Les dettes qui s'effacent, je suis moins inquiet pour elles dans le futur. Je suis un peu inquiet pour le moyen terme. Merci beaucoup. Alors, une autre question peut-être, Axel ou Oui. Alors, oui. Sur le sens, n'y a-t-il pas plutôt une abondance de sens qu'un manque de sens? Apprendre à discerner ce qui est utile ou pas au bien commun me semble plus prioritaire que de trouver du sens. Oui, c'est très intéressant parce que quand je dis à quoi ça sert, à quoi je sers, ça n'exclut pas la question est-ce que ce sert et participe ou non au bien commun. Un grand économiste du travail, qui s'appelait André Gorz, disait que même à Auschwitz, on pouvait trouver du sens.
les personnes qui travaillaient. Je ne cite pas les personnes qui subissaient les tortures et les situations, mais on a montré, Hannah Arendt a montré que les gardes de Schirm trouvaient du sens. Donc, effectivement, trouver du sens, ce n'est pas suffisant. L'étage au-dessus, c'est quel sens collectif, compte tenu des contraintes dont on parle, qu'est-ce que nous partageons comme sens? Qu'est-ce qui fait sens commun? Alors là, on parle du bien commun. Qu'est-ce qui fait sens de façon que le bien ne soit pas porté par un petit groupe, une personne, etc., mais soit commun? C'est très juste. Effectivement, il y a aussi cette dimension qui, pour le coup, échappe à l'économie. Là, j'avais une approche d'économiste, échappe à l'économie pour interroger l'économie politique et la vie commune. Mais je partage tout à fait, oui, le sens, l'utilité, premier étage, deuxième étage, mais l'utilité, au carré, pourquoi faire ensemble? Et je rajouterais juste, moi, sur la question du sens, c'est Viktor Frankl, qui est un psychiatre qui a été aussi dans les camps de concentration, disait que même sur les prisonniers, ceux qui arrivaient à tenir, c'était ceux qui cherchaient un sens, même dans ce qui peut paraître totalement absurde et absolument terrible. Et il a fondé la logothérapie, qui est une thérapie par le sens. Et je vais passer la parole à Anne-Laure maintenant, qui va nous parler concrètement dans son entreprise. Comment se passe cette question de sens? Comment faites-vous pour donner du sens? Parce que alors moi j'ai assisté, je l'ai vu, ces dernières années, les jeunes diplômés fuient un peu les grands groupes et que la problématique des grands groupes que notamment nous accompagnons chez Turning Point, c'est vraiment de capter ces nouvelles générations en attente de sens et puis surtout les retenir parce que beaucoup de choses n'avaient pas de sens. Donc il y a eu une prise de conscience de cette question du sens. Comment chez Engie traitez-vous la question du sens? Comment y répondez-vous concrètement et comment pensez-vous que les grandes entreprises peuvent répondre à cette attente de sens? Je pense que ça rejoint en fait les deux points précédents dont parlait Pierre-Yves. C'est vrai qu'on est en attente que les groupes aient une raison d'être qui soit porteuse de sens, qui pourront attirer les talents. Et si on prend justement très concrètement l'exemple d'Engie, avant on était un GDF Suez, un mastodonte de la production d'énergie. On a dû faire un virage et ce virage, on a vu que, mais mathématiquement, sans même qu'on le veuille, ça a permis d'attirer de plus en plus de profils, de talents pour qui la transition énergétique, l'impact sociétal de notre travail au quotidien avait un sens. Et ça a été vraiment un virage assez spectaculaire, puisqu'on avait l'habitude d'avoir plutôt à peu près 250 000 CV par an depuis toujours. Et puis petit à petit, depuis 3 ans, ce chiffre n'a cessé d'augmenter. Typiquement, on était à 800 000 CV reçus en 2019 et ça continuera à monter. On sent qu'il y a, et même auprès de nos collaborateurs, auprès de nos talents et des nouvelles générations, il y a vraiment cette quête de sens dans ce qu'on fait. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur la responsabilité de l'entreprise dans la crise. Et typiquement, aujourd'hui, autant avant, la raison d'être principale d'une entreprise est souvent unique, c'était la profitabilité, ce qui est un sens, comme disait l'un des personnes qui a posé une question en disant quelle est la différence entre le sens et le bien commun qu'on souhaite en tirer. Et donc avant, on avait ce sens qui était la profitabilité, qui était honorable en soi, et on assiste vraiment à un virage sur ce sujet. Alors plus ou moins rapidement, pour l'exemple de l'entreprise au Bangladesh dont parlait Bertrand, mais aujourd'hui, vraiment, de plus en plus, l'entreprise ne se réduit plus à cela. Et comme vous le disiez, c'est d'autant plus fort, je pense, dans les grands groupes où on se rend compte que si on n'a pas une raison d'être forte et claire, on devient inaudible, on devient creux et vide. Et voilà. Donc c'est pour ça aussi, par exemple, typiquement, Engie s'est doté d'une raison d'être là cette année, qui est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, en mettant en place des solutions sobres, en étant plus respectueux de l'environnement, etc. Ça s'est vraiment traduit par 3 piliers et qui sont portés très profondément par tous les collaborateurs de l'entreprise. C'était quelque chose qui a été créé avec eux, qui a été, et je trouve ça assez beau de voir à quel point dans toute l'organisation, on s'est approprié ce sens pour l'entreprise, qui sont les 3 piliers de People, Planet, Profit, pour dire voilà, on est maintenant une entreprise aujourd'hui ne peut plus se définir uniquement par le profit. Donc on a une responsabilité vis-à-vis des personnes, avec l'objectif de créer de l'emploi, d'améliorer le confort de vie, d'aider les gens à maîtriser leurs factures,
Voilà, typiquement, Engie est le 3e recruteur en France dans l'industrie. Hein. On a embauché 10 000 personnes en 2019. On a aussi tout ce travail qu'on fait sur l'accès à l'énergie. Donc, on permet quand même à 4 millions de personnes d'avoir accès à l'énergie durable et abordable dans les pays en développement, notamment dans les tout petits villages, en Afrique, en Asie, où c'est compliqué pour eux d'avoir de l'énergie. On a aussi, donc, comme le 2e P dont on parlait, hein, qui était la planète, avec cette responsabilité forte de réduire notre empreinte carbone, de réduire celle de nos clients et d'avoir un impact positif sur le monde. Et ça se traduit par des choses très concrètes. Hein. On a fait des efforts vraiment significatifs, beaucoup plus que beaucoup d'autres, pour réduire nos émissions directes de CO2. Hein. On a fait moins 50% en 3 ans. Et là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment très concrètement, dans nos politiques d'investissement, dans les investissements qu'on fait, on ne va pas regarder uniquement le profit des investissements qu'on fait, mais compter également l'impact carbone et l'impact pour la planète des investissements qu'on fait. Et si on voit que c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens d'un monde neutre en carbone en 2050, eh ben, on n'investira pas et on ne fera pas ces achats, ces investissements et ces acquisitions. Et voilà. Et alors après, il y a la responsabilité par rapport à la crise elle-même, hein, dont on parlait tout à l'heure en tant qu'énergéticien, qui arrive après, mais peut-être qu'on en parlera à un autre moment. D'accord, merci beaucoup. Il y a aussi la question des organisations, parce que ce qui donne du sens aussi, ce sont des organisations où les personnes se sentent responsables de leur travail, se sentent autonomes, se sentent respectées. Est-ce que, Pierre-Yves, est-ce que vous avez observé des changements dans la manière de travailler dans cette crise et dans l'organisation même dans ce travail? Est-ce que vous voyez dans le futur des possibilités et notamment quelque chose autour de l'écosystème? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cet élément dans la manière de travailler? Oui, auparavant, un tout petit mot encore pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit. On voit bien que, par exemple, dans cet exemple d'Engie, là aussi, ça n'a pas commencé cette année. Il y a des années déjà qu'il y a cette transformation. Et que nous sommes en train de franchir un cap, mais qu'il faut rester serein parce qu'il y a longtemps que nous sommes mis en route. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a beaucoup discuté, c'est une discussion qui revient toujours lorsqu'on ne sait pas comment se saisir de la suite. Et on se dit, mais comment on peut changer, comment moi je peux changer par rapport aux autres. Mais vous voyez, ces jeunes qui ont conduit Engie à changer, et sans doute d'autres entreprises à changer, de proche en proche, ça produit du changement. Bien sûr, ce n'est pas aussi rapide, dramatique, comme on dit en anglais, décisif tout de suite. Et donc on se dit, ça ne change pas. Mais si on regarde l'évolution depuis des années, je suis désolé, c'est le verre d'eau vide ou plein, ça. Hein, on pourrait regarder le verre vide en se disant, on n'a pas avancé assez vite, mais comme on ne part pas de rien. Voilà. C'est pour rester dans l'espérance. Et plus que dans l'espérance, dans le réalisme de ce qui a déjà été fait. Alors, la question du changement du travail, ça, je suis très heureux que dans le sondage, ce soit l'item qui est arrivé en premier, parce qu'il y a quelque chose qui paraît évident, qui va être bouleversé dans les semaines qui viennent et qui intéresse les auditeurs qui sont managers, les participants qui sont managers, c'est bien le travail. Là, on travaille de façon absolument différente. Alors, à distance, ce n'était pas prévu. En utilisant du digital, ce n'était pas prévu. En faisant l'économie de déplacement, et on découvre soudain qu'on peut travailler sans perdre, pour les grandes villes, 1 heure ou 2 heures par jour à se déplacer. On découvre les limites du travail collaboratif, parce que quand on est ensemble, on a l'impression que c'est indispensable de collaborer. Lorsqu'on peut travailler seul et collaborer que pendant des moments, on se rend compte que peut-être c'est plus pertinent. On découvre aussi la limite du digital. Pour ne pas nous raconter que voyez, toutes les merveilles de la digitalisation, quand on passe des heures sur Zoom, par exemple, en réunion, ou sur tout ce qu'on fait, plus les écrans, on voit bien qu'il y aura une limite. Donc tout ça, c'est extraordinaire. Hein, on a fait l'expérience grandeur nature. Des millions de personnes ont fait l'expérience de ce que c'est que travailler à distance. Et donc, il y aura des conséquences. On va travailler différemment. Un participant disait, et c'est très chouette, c'est que dans son entreprise, des gens, on y pense, hein, je crois, télétravail, vie privée, vie professionnelle et déplacement. Ça, c'est les 3 grands thèmes qui vont revenir. On a vécu des choses tellement intéressantes, tellement différentes, avec leurs limites. C'est moi que ça va changer. Donc voilà pour la transformation des organisations. Après, il y a la transformation des écosystèmes.
Le grand thème, on ne l'a pas abordé ici, mais je crois qu'il y a quelques questions qui posent sur ce sujet, c'est la relocalisation. On découvre qu'on est dépendant de l'Asie, peu importe, qu'on est dépendant de chaînes de valeur très compliquées, qu'on ne sait pas comment maîtriser tout ça, et que même politiquement, stratégiquement, on peut être en difficulté. Et donc se pose la question de la relocalisation, qui ne me semble pas être la bonne façon d'entrer dans le sujet, parce que relocaliser, c'est par rapport à quoi? Le vrai sujet, c'est quels sont les écosystèmes. C'est quels sont les écosystèmes qui permettent d'ajuster des grands groupes avec des petits, localement, pour quel bien commun? Qu'est-ce qui fait sens dans ces écosystèmes? Comment tout ça, ça va s'ajuster? Comment on peut composer des relations économiques qui ne soient pas celles qu'on a évoquées de cette entreprise, mais il y a le nom même, je crois, qui est apparu, donc, qui rompt avec le Bangladesh dès lors que ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je ne vais pas donner de nom, je vais vous donner des exemples d'entreprises, et c'est pas au Bangladesh, c'est en France, qui rompent leur contrat avec des transporteurs, avec des logisticiens, parce que ça les arrange. Donc, c'est pas que dans ce cas-là. Même localement, si on n'a pas cet esprit d'écosystème, si on ne comprend pas que ce qui fera une société, c'est l'ensemble des relations sociales, économiques entre les petites et les grandes, et que tout ça, ça produit de l'économie, je crois qu'on pourra relocaliser ce qu'on voudra, ça ne répondra pas au souci, qui est le souci qui va être très important dans les mois qui viennent, de la sécurité économique. Comme il y aura une sécurité sanitaire, qui va être un souci, il va y avoir le problème de la sécurité économique. La réponse à la sécurité économique, c'est la construction d'écosystèmes stables, contrôlés, maîtrisés, et pas sous la domination d'un donneur d'ordre qui peut rompre les contrats comme il veut. Alors, je vois que le temps tourne et je vais poser peut-être une dernière question à Laure avant de prendre les questions des participants. Alors, je sais que Pierre-Yves avait beaucoup de choses à nous dire, notamment sur la solidarité et la question sociale. Mais malheureusement, j'ai peur que nous n'ayons pas tout à fait le temps, mais je voudrais juste poser une dernière question à Anne-Laure. Anne-Laure, vous, en tant que grand groupe, comment vous envisagez cette forme de solidarité, ce travail avec l'écosystème qui vous entoure? Peut-être les petites entreprises qui sont vos sous-traitants, ou les petites qui sont vos fournisseurs. Comment vous voyez cette question d'un écosystème? Et même de manière plus large que simplement fournisseurs et clients. Ça refait écho peut-être à l'exemple de Bertrand au tout départ, en disant voilà, les grands groupes, justement, vous allez arrêter à jouer, et c'est quelque chose de très vrai. Typiquement, d'aller lever de la dette si on en a besoin, on a les moyens de tenir face à cette crise. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider cet écosystème dont on fait partie et l'aider à tenir? C'est à la fois une action de solidarité entre guillemets pour les autres, mais pour nous aussi, parce que comme vous disiez, on est tous interdépendants les uns des autres, et si on n'aide pas nos fournisseurs ou nos clients, on n'aura plus de fournisseurs et plus de clients, et donc on ne pourra pas fonctionner correctement. Donc c'est même c'est du bon sens entre guillemets. Et donc voilà, donc typiquement, on a mis en place pas mal de choses pour répondre à ce devoir de solidarité qu'on ressent en tant que grand groupe. Typiquement pour nos clients particuliers qui sont les plus fragiles, on rembourse on aide les petites entreprises aussi, les toutes petites qui sont mises à l'arrêt par la crise, les commerçants, les restaurateurs, les coiffeurs, qui ont été complètement à l'arrêt, et on leur permet du coup de reporter complètement le paiement de leurs factures pendant toute la durée de la crise et pendant les 6 mois qui suivent pour pouvoir tranquillement rééchelonner le paiement de ces factures après, quand ils auront repris leur activité. On aide aussi nos fournisseurs. On a mobilisé une enveloppe de 150 millions d'euros chaque mois pour vraiment s'obliger à accélérer le paiement de nos fournisseurs et les payer tous sous 15 jours pour toutes les PME, les TPE, pour les aider et contribuer à renforcer leur trésorerie dans cette période qui est compliquée pour eux, et de façon à ne pas les faire mourir par manque de trésorerie. Et voilà. Et c'est aussi des choses qui sont ensuite des actions de solidarité envers nos collaborateurs. On sait qu'en France, on est très gâtés parce qu'on a une couverture sociale forte, mais ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Et donc, typiquement, comme beaucoup d'autres grandes entreprises, on a accéléré la mise en place de couverture de protection sociale pour l'ensemble des collaborateurs dans le monde, avec la prise en charge de 100% des frais d'hospitalisation, la mise en place ça, on a vu que beaucoup de grandes entreprises ont fait ça.
Et puis après, voilà. Ah, on vous a un peu perdu, Anne-Laure. Alors, ce que je propose peut-être, c'est de prendre une ou deux questions parce que le temps tourne voilà, et qu'on a quand même du travail et pour beaucoup d'entre nous. Sauf si Anne-Laure, ça reprend juste pour un mot pour conclure, ce que vous étiez en train de nous dire. Bon, allez-y, continuez, c'est très bien. Pardon, si la connexion est un peu hiératique. Alors, est-ce que, Axel, il y a une ou deux questions qu'on pourrait prendre? Moi, ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous ont posé des questions et qui ont la frustration peut-être qu'on n'ait pas pu leur répondre directement, en tout cas, on va garder vos questions et on va s'interroger à partir de ces questions-là parce que c'est vos préoccupations et elles nous importent. Et on va en fait toutes les regarder attentivement. Axel, peut-être une ou deux questions qu'on pourrait prendre? Oui, alors beaucoup de questions hein, sur le chômage aussi. Que diriez-vous aux Français dont la priorité est avant tout de survivre? Ont-ils une responsabilité? Ne pensez-vous pas que les premières préoccupations des Français est le chômage, les licenciements, plus d'égalité sociale? Comment ça va se passer pour les chômeurs dans quelques mois à la fin de l'aide de l'État? Voilà, plusieurs questions que j'ai englobées. Ok, on va essayer de voir. Est-ce que vous voulez y répondre et puis après on conclura rapidement. Ça me permet de dire que je crois que le grand enjeu, il n'est pas tant économique que social dans les mois qui viennent. Moi, je crois beaucoup plus à la crise sociale et la crise sociale violente que, enfin, la dépression économique, on la connaît déjà. Mais la dépression sociale et la dépression psychologique aussi, hein, je crois aussi beaucoup à ça. Vivre dans une société lorsqu'on ne peut pas entrer en contact avec l'autre sans masque et sans suspicion, ça va être compliqué à gérer quand même. Bon, enfin, bref, donc moi je crois beaucoup davantage à cette dépression sociale et aux conséquences économiques de la dépression sociale. Concrètement, ce que l'épisode de Covid montre, c'est l'énorme inégalité. Alors vous le savez, là aussi Piketty, etc., mais l'inégalité de la vie quotidienne, dans le confinement, mais aussi dans la façon de travailler, dans les moyens, dans le fait qu'on a applaudi tous les soirs les personnes qui gagnent moins de 2 000 € par mois et qui sont absolument utiles. À quoi ça sert, à quoi je sers, immédiatement utiles, bien commun. On n'a pas applaudi les traders et je ne sais qui. Et pourtant qui ne gagnent pas tout à fait la même chose. Ou le patron de Sanofi qui discute son départ à 10 millions d'euros. Sanofi, hein. On est dans la pharmacie, on est dans le soin. Et puis on parle aussi des affaires qui, elles, gagnent à peine 2 000 €. Tout ça ensemble, c'est ça qui va être, je crois, très, très compliqué. Et quand je parlais d'écosystème, ce n'est pas qu'un écosystème économique, c'est un écosystème social. Quand je vois des groupes, par exemple, s'intéresser au fait de donner du travail à des personnes qui sont en intérim chez elles et de collaborer, c'était avant le Covid, hein, de collaborer pour que ces personnes aient au moins un travail complet. Je dis voilà ce que c'est que l'écosystème social, voilà ce que c'est que l'intelligence sociale qui consiste à anticiper le coup d'après. Si je ne m'intéresse alors à mon profit, ça c'est sûr que c'est stupide, mais même je ne m'intéresse qu'à la question économique et même qu'à la question écologique. Et je ne m'intéresse pas à la question sociale. Et je ne vois pas que je suis sur un volcan. Demain, j'aurai à gérer des problèmes qui seront encore plus compliqués que le climat et que plus compliqués que la dépression actuelle. Donc voilà, moi je crois qu'il faut être très attentif à ça, et pour les leaders en particulier, hein, pour ceux qui ont un vrai pouvoir d'action, il y a une question sociale qui aujourd'hui a été très fortement soulignée et dont les entreprises doivent tenir compte. Je suis tout à fait d'accord. Oui, alors, un petit mot, alors non, c'est… Non, je disais que j'étais complètement d'accord avec Pierre-Yves et que c'est quelque chose sur lequel la société doit en tenir compte et les entreprises particulièrement. Bon, on va, je crois, conclure là-dessus. Je dirais que c'est aussi votre préoccupation, vous qui nous écoutez, puisque tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez responsable envers ceux qui vous entourent et envers les plus fragiles et les plus vulnérables. Et ça va pouvoir peut-être se mettre en œuvre par une proposition, Olivier, que tu vas nous faire maintenant. Et je vais passer maintenant la parole à Olivier. Voilà, merci beaucoup Anne-Laure, Pierre-Yves, Vincent, Fabienne de cette conversation profonde, authentique. Voilà, en quelques mots, je ne vais pas faire une synthèse exhaustive, mais simplement quelques éléments
que nous avons entendus dans votre échange. D'abord, ce qu'a dit Vincent sur ce G7, G20 qui ne fonctionne pas, sur ce besoin de coopération privée-publique, on voit bien qu'il y a un enjeu au plus haut niveau d'inventer de nouvelles coopérations, de nouvelles relations. Et vous l'avez dit aussi au plus bas niveau, dans le fait de faire vivre ces écosystèmes. Voilà. Et donc, peut-être redécouvrir les circuits courts, la proximité, la capacité à créer des relations. Et on voit bien toute la valeur, en fait, d'une économie de proximité, qui est d'ailleurs l'étymologie de l'économie, hein, puisque c'est administrer la maison de proximité. Donc, au fond, peut-être redécouvrir le vrai sens de l'économie. Et d'ailleurs, Aristote le disait, l'économie, c'est utiliser de l'argent pour servir les échanges, apporter un service et des biens qui aident la vie commune. Et donc, d'une certaine manière, cette crise qui est douloureuse, qui bouscule nos économies, mais aussi notre société, peut être aussi un électrochoc pour nous dire qu'est-ce que nous voulons pour la société de demain. Et peut-être oser réinventer des relations de confiance. Mais cela, on le voit, réinventer cette nouvelle économie, vous l'avez dit, cela invite à une responsabilité nouvelle. Je suis responsable, c'était la question. Envers qui suis-je responsable? C'est facile d'être responsable face à quelqu'un de grand et de fort qui a du pouvoir sur moi, mais comment suis-je responsable face à une personne vulnérable qui n'a pas de pouvoir sur moi? Ça, c'est plus difficile peut-être de se dire comment je vais changer ma pratique quand finalement je n'ai pas d'effet négatif à, je dirais, ne pas prendre en considération l'autre et le plus faible et le plus vulnérable. Et donc, ce que vous nous avez dit peut-être, c'est à la fois prendre conscience de notre responsabilité dans notre écosystème et de savoir qu'au fond, le sens, parce qu'on peut trouver du sens partout, quel est vraiment le sens? On a posé cette question du bien commun. Il y a une question d'ailleurs dans le film. Thierry, vous avez aussi parlé du bien commun. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qui est bien pour notre vie commune ensemble? Et cette vie commune, elle est à la fois dans notre village, parce que beaucoup d'entre nous sommes confinés dans des métropoles ou dans des campagnes, mais c'est aussi dans notre démocratie en France, c'est aussi plus largement en Europe et dans le monde. Qu'est-ce que nous voulons inventer comme sens dans nos relations? Voilà, en tout cas, et puis je terminerai un élément, et ça c'était aussi dans le fil, le temps est supérieur à l'espace. Et nous avons parfois la tentation de vouloir tout dominer, l'espace, voilà, et toute entreprise a envie de dominer, et comment initier des processus, et ces processus qui vont transformer des modes de pensée. Voilà, parce que d'une certaine manière, mettre en place cette économie plus responsable que nous désirons, en fait, c'est une question de leadership. C'est une question à la fois de courage, de responsabilité, pour dire, moi, je refuse d'être complice d'un système qui détruit les vies, qui détruit les sociétés. Et donc, cela appelle un courage personnel, voilà, et qui appelle donc une vraie vision éthique, en réalité, de la société et de l'économie. Voilà, en tout cas, c'était la première partie, la première conversation de notre forum d'après. Et ce forum du monde d'après, en fait, va se poursuivre donc la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, eh bien, nous allons nous poser la question justement de l'écologie. La prise de conscience écologique est-elle arrivée? Et vous en avez parlé beaucoup aujourd'hui déjà. C'est normal parce qu'économie, écologie et sociale sont intimement liées. Et donc, nous aurons Nicolas Hulot, que vous connaissez tous bien sûr, et Yann Bucaille, fondateur des Cafés Joyeux, pour échanger avec nous sur cet enjeu. Eh bien, voilà, donc ça sera vraiment une expérience très forte. Jeudi 7 à 11h, inscrivez-vous. Et puis, la semaine suivante, nous poserons la question de quel leader voulons-nous pour construire ce monde d'après, avec le général Pierre de Villiers, avec Manuel Malo de l'EDEC, voilà, et moi-même pour échanger. Voilà, jeudi 7 mai, Nicolas Hulot, Yann Bucaille, Michel Mornay, associé de Turning Point, et puis jeudi 14 mai, général Pierre de Villiers, Manuel Malo. Voilà, merci beaucoup. Alors,
vous savez que ce Forum du monde d'après, nous l'avons voulu gratuit pour contribuer humblement à susciter ce déconfinement des modes de pensée et inventer des actions nouvelles, des pistes d'actions nouvelles. Et nous proposons tout simplement de donner un don, parce que nous sommes dans le don, pour aider deux associations que nous estimons beaucoup, Emmaüs et puis les Cafés Joyeux. Voilà, donc nous vous invitons à faire un don très simple, à votre convenance. Vous pouvez aller sur le site de Turning Point et vous aurez le lien sur ces deux associations pour les soutenir. Voilà, et je suis ravi, déjà en vous remerciant Pierre-Yves, Anne-Laure, Bertrand, Fabienne, pour ce très bel échange. Et donc, rendez-vous. Oui, et avant peut-être Olivier, alors tous ceux qui veulent nous quitter peuvent le faire puisque c'est vrai que nous avons dépassé le temps, mais avant, pour ceux qui voudraient rester encore 2 minutes, je vous propose de nous faire vos feedbacks par un nuage de mots, une activité sur Menti. Si vous y étiez encore connecté, vous pouvez juste nous dire avec quoi vous repartez après cet échange que nous avons eu ensemble. Un sentiment, une émotion, un mot, quelque chose que vous avez envie de partager. Avec quoi nous quittez-vous cet après-midi, pardon. Avec quoi nous quittez-vous? Avec quoi vous avez envie de réfléchir, garder pour la suite? Alors, tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas en vous connectant sur Menti avec le code 62 18 57. Voilà, c'est un autre code par rapport à celui de tout à l'heure. Les mots commencent à arriver, ça y est, Fabienne. Super. C'est une manière aussi de se dire, mais qu'est-ce qui nous a… super, espérance, responsabilité, motivation, sens, optimisme. Vous nous faites plaisir parce que ce qu'on voulait en faisant ce forum, c'est qu'en fait, on voulait que vous repartiez déjà plein d'espérance sur ce futur qu'on va pouvoir construire ensemble. Et puis aussi avec la responsabilité. On peut tous, chacun là où on est, participer, faire germer quelque chose pour ce monde plus solidaire et plus durable et plus juste. Écosystème, espoir, conscience, espérance, responsabilité. Eh bien, écoutez, je vous propose… Alors, ceux qui veulent peuvent encore continuer de noter. Mais je trouve que ce nuage de mots nous fait du bien à tous. Le courage, et oui, il faut être courageux aussi, voir le bien commun. Voilà, et Fabienne, donc l'enregistrement de cette conversation sera diffusé, donc disponible à tous ceux qui voudront le retransférer pour le faire écouter à votre réseau. Voilà, super. Écoutez, je crois que, malheureusement, tout le monde n'aura peut-être pas pu voter, mais en tout cas, un grand merci à tous d'avoir assisté, participé. Je suis désolée que nous n'ayons pas pu répondre à tout, mais bien sûr, on prendra en compte vos remarques. Et nos chercheurs, nos acteurs de l'économie les prendront en considération. Un grand merci et à très bientôt.